Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui de la gauche française et de la guerre. Cette vidéo s'inscrit dans une série à venir de plusieurs vidéos qui va consister en une déconstruction des mythes sur lesquels la gauche française s'appuie encore aujourd'hui. Ça peut être des sujets que nous avons déjà abordés mais sur lesquels nous reviendrons comme la colonisation, le droit de vote des femmes. Et aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons parler du comportement de la gauche vis-à-vis de la guerre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons que le terme de gauche et de droite est apparu à la Révolution française. À l'époque, ce qui correspond aujourd'hui au Parlement était dans une salle carrée où le perchoir était à un bout de la salle et de chaque côté du perchoir, donc à gauche et à droite, il y avait des estrades. Et la gauche, donc, ce qui était la gauche idéologique, c'est-à-dire la plus radicalement révolutionnaire, les Jacobins et les Girondins se trouvaient à gauche, donc du perchoir, et les feuillants, les monarchistes constitutionnels, se trouvaient sur la droite. Ce découpage de la vie politique entre droite et gauche aura de l'influence et le terme sera repris par tous les pays dans le monde. Au sein de cette gauche, donc, il y a les Girondins et qui représentent en fait le messianisme de gauche, c'est-à-dire de ceux qui veulent porter la bonne nouvelle républicaine et de la Révolution française partout dans le monde et faire la guerre contre les tyrans. Et donc cette guerre, ils vont l'obtenir en 1792. Bien sûr, ils vont l'obtenir contre les monarchistes constitutionnels, donc les feuillants, mais également contre les Jacobins qui, eux, et ça sera aussi un autre sujet de vidéo, eux préféreraient ne pas faire la guerre à l'extérieur pour pouvoir la faire à l'intérieur et éliminer ceux qui s'opposent au mouvement révolutionnaire tel que eux le conçoivent. Donc 1792, c'est cette première guerre qui va profondément marquer l'histoire de la gauche, c'est-à-dire qu'on n'est pas économe du sang des Français pour aller porter son idéologie aux quatre coins de la planète. Ce cycle de guerre déclenché en 1792 s'achèvera en 1815 par le traité de Vienne qui scellera le déclin de la France sur la scène internationale. Pour autant, la gauche française ne renonce pas à ce militarisme idéologique. De 1815 à nos jours, quand elle sera au pouvoir ou lorsque ses idées domineront, elle se lancera dans des conquêtes militaires, toujours dans le but soit de chasser les tyrans comme 1792, soit de soutenir le principe des nationalités, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, soit plus récemment dans ce qu'on a appelé la guerre humanitaire. Nous ne nous attarderons pas sur les périodes de restauration et même sur la période de Napoléon III, même si celui-ci déclenche des guerres au nom du principe des nationalités, parce que la définition de gauche et de droite prend réellement tout son sens en 1877, au moment où, après l'échec de l'ultime restauration, naît la Troisième République. Le militarisme idéologique de la Troisième République va s'affirmer dans la colonisation. Alors qu'en 1877, l'idée coloniale en France n'intéresse pas grand monde, je renvoie justement aux travaux de Raoul Girardet, qui fut d'ailleurs mon professeur à Saint-Cyr. Alors que cette idée coloniale n'a pas trop de succès, les Français pensant soit à reprendre l'Alsace-Lorraine, soit ne voyant pas l'intérêt d'aller perdre des forces sur d'autres continents, ce sont les deux fondateurs de la Troisième République, c'est-à-dire Gambetta et Jules Ferry, donc qui sont des hommes de gauche, qui vont se lancer dans cette aventure militaire, non seulement en Afrique, mais également donc, au Tonkin, dans des expéditions pour le moins hasardeuses. Rappelons au passage que cette orientation de la France vers des conquêtes coloniales plutôt vers de la reconquête de l'Alsace-Lorraine, que nous venons à peine de perdre face à la Prusse et désormais face au Second Reich, cette nouvelle politique française est très soutenue par Bismarck, qui est bien content de voir que les Français pensent à autre chose qu'à l'Europe. Cette conquête coloniale se fait, rappelons-le, au nom du droit et des devoirs des races supérieures vis-à-vis des races inférieures. Les conquêtes coloniales contribuent à épuiser la France et à son impréparation vis-à-vis de la Première Guerre mondiale, sur laquelle nous reviendrons dans la deuxième partie de cette vidéo.
La France sort vainqueur de la Première Guerre mondiale et l'on pourrait croire qu'à ce moment-là, eh bien, la gauche va renoncer à son bellicisme idéologique et comprendre que la colonisation, malgré les apports extraordinaires que ça a été pour les peuples que nous avons colonisés, hein, je ne vais pas faire la liste des hôpitaux, des voies ferrées, de ce grand bond en avant économique qui a été fait grâce aux Français dans ces pays-là, eh bien, la gauche ne comprend pas qu'il est temps d'en finir et de se concentrer sur l'ennemi principal qui est l'Allemagne, qui a déjà commencé son réarmement. Eh bien, la gauche relance de nouveau une guerre. Cette fois, c'est au Maroc, suite au soulèvement d'Abdelkrim en 1924. Et en effet, qui est au pouvoir à ce moment-là? Eh bien, c'est le cartel des gauches, et toujours au nom de cette obsession de vouloir contrôler des territoires où nous n'avons rien à faire. Ce qu'il est important de préciser, avant de continuer cette vidéo, c'est que la Troisième et la Quatrième République n'ont été gouvernées que par la gauche. Alors évidemment, ce sont 50 nuances de gauche, et puisque, eh bien, par exemple, Gambetta et Jules Ferry, 20 ans après, sont largement dépassés sur leur gauche. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont changé d'idée. Si on prend par exemple quelqu'un comme Georges Clemenceau débute sa carrière politique à l'extrême gauche, puis à gauche, puis finalement finit à la tête de la Chambre Bleu Horizon en 1918, réputée à droite parce qu'elle veut faire payer les Allemands. Il finit sa carrière politique sans avoir jamais changé d'idée, mais en revanche, c'est le paysage politique français qui change dans ce qu'un auteur français appelle en 1932 eh bien, le sinistrisme, ou plutôt, on pourrait appeler ça, nous, le sinistrogir, c'est-à-dire le mouvement de la vie politique française vers la gauche. Pourquoi? Eh bien, parce que les radicaux qui sont la gauche en 1877 eh bien, sont repoussés d'abord vers le centre et ensuite vers la droite, tout d'abord eh bien, par les socialistes de la SFIO, puis par les communistes. Mais quoi qu'il arrive, et il suffit pour cela d'examiner le personnel politique, eh bien la France sera gouvernée toujours par eh bien, des hommes qui appartiennent à ces 50 nuances de gauche. Un autre exemple est celui de Pierre Laval, qui démarre sa carrière comme plus jeune député socialiste, puis radical socialiste. Il devient par la suite membre d'un gouvernement que l'historiographie veut nous faire croire comme étant de droite, alors qu'il est composé par des personnes de gauche, entre 1932 et 1936. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, au sein de la Quatrième République, c'est encore la gauche qui domine et qui n'a toujours pas compris que la France doit abandonner calmement ses colonies et passer à autre chose pour, comme le dit Général de Gaulle d'ailleurs un peu plus tard, eh bien, la France n'a pas besoin de construire un nouveau dispensaire en Afrique, elle a besoin d'usines, elle a besoin d'autoroutes, elle a besoin de voies ferrées, elle a besoin d'avions, etc., etc. Donc la gauche ne comprend toujours pas ça et se lance contre tout réalisme dans des guerres de décolonisation qui vont coûter cher à son armée. Une fois de plus, on voit que la gauche n'est jamais avare du sang des Français lorsqu'il s'agit de poursuivre ses objectifs idéologiques. Donc cette gauche de la Quatrième République fait la guerre en Indochine, perd la guerre en Indochine, et puis décide de faire la guerre en Algérie. Et d'ailleurs, qui envoie l'armée française en Algérie? Eh bien, c'est François Mitterrand, qui est à l'époque ministre de l'Intérieur. La guerre d'Algérie se finit, on le sait, par l'intervention du général de Gaulle. Alors, on peut en critiquer la manière dont ça s'est fait, mais dans la réalité politique, et c'est sans doute ce qu'on retiendra dans l'histoire dans un siècle, eh bien, le général de Gaulle a libéré la France du boulet colonial, boulet dans lequel elle a perdu son argent, boulet qui l'a empêché de se préparer correctement aux deux grandes guerres mondiales qui nous ont fait tant de mal. À partir de l'arrivée du général de Gaulle, la France est enfin gouvernée à droite, et cela se manifeste bien sûr par le retour à la souveraineté nationale et à la prise de décision et au retrait pour partie de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire de l'OTAN. Ce retrait du commandement intégré est bien sûr critiqué par la Fédération de gauche, notamment par François Mitterrand qui a des mots extrêmement agressifs devant le Parlement. La décolonisation apporte beaucoup de prestige à la France et c'est ainsi que en 1964, eh bien, la tournée du général de Gaulle en Amérique du Sud est triomphale. En 1966, c'est la tournée en Asie qui est un triomphe, notamment marqué par le fameux discours de Phnom Penh. C'est également la visite en URSS, jusqu'en Sibérie, qui montre que le général de Gaulle eh bien, est capable, tout en restant ferme vis-à-vis du communisme, d'avoir une politique d'ouverture.
Cette politique d'indépendance nationale est tout de même maintenue pendant les années, à la fois les années Pompidou et les années Giscard. Contrairement à tous ses successeurs, Giscard d'Estaing ne lancera aucune guerre contre aucun pays. On met de côté cette opération tout à fait justifiée en 1978 qui consistait à libérer 3000 otages européens à Colvézi. En dehors de ça, le président Giscard d'Estaing continue son rapprochement avec l'URSS, qui est d'ailleurs toujours critiqué par François Mitterrand, notamment dans la rencontre avec Brejnev. Il est très mesuré au moment de l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Et il y a malgré tout une certaine politique gaulliste dans le domaine des relations internationales qui est maintenue. Sous prétexte que François Mitterrand a eu pendant 2 ans des ministres communistes, on a cru qu'il deviendrait l'instrument de Moscou. En fait, c'est tout à fait faux et c'est déjà lui qui pense à la réintégration complète au sein de l'OTAN. En 1990, François Mitterrand renoue avec le militarisme idéologique de la gauche et rejoint la coalition contre l'Irak menée par les États-Unis. Et cela n'empêche pas, 5 ans après, de déclarer devant le Parlement européen que le nationalisme c'est la guerre. Alors qu'en France, il est clair que le socialisme c'est la guerre, la gauche c'est la guerre. Le président Jacques Chirac, issu du communisme, continue cette politique de gauche, que ce soit avec Dominique de Villepin ou avec Lionel Jospin. Au nom de la morale et validant toutes les opérations de désinformation qui ont été faites contre notre allié séculaire serbe, il prend le côté systématique de nos adversaires dans la région, c'est-à-dire les Croates et les Bosno-musulmans. Il bombarde à plusieurs reprises les Serbes. Cela va jusqu'au bombardement de Belgrade. Rappelons que cette crise du Kosovo, où la France s'est totalement alignée sur les États-Unis et sur l'Allemagne, a permis l'apparition d'un État islamisto-mafieux avec une immense base américaine en plein centre à Bonsdil. Nicolas Sarkozy continue cette politique belliciste de gauche. C'est d'ailleurs pour cela que les ministres qu'il choisit sont Bernard Kouchner et Alain Juppé, donc qui vont continuer cette politique de gauche, de réintégration de l'OTAN comme en rêvait François Mitterrand. Et surtout, il va repartir dans une nouvelle guerre humanitaire contre la Libye qui va profondément déstabiliser la région et être la cause en partie des vagues de migrants. Cette guerre menée contre la Libye est bien sûr soutenue par le Parti socialiste français. Cette politique de gauche belliciste, au nom donc de la morale, est continuée par le successeur de Nicolas Sarkozy, François Hollande, qui cette fois lui s'attaque à la Syrie en n'hésitant pas à soutenir les takfiristes soit à l'ouest de la Syrie, soit à l'est, et ce qui suscite l'apparition de l'État islamique. Cela a pour résultat que la France, qui avait tout de même réussi, sans doute plus par réflexe tiers-mondiste que par indépendance nationale, à ne pas participer à la guerre contre l'Irak en 2003, envoie des troupes en Irak, envoie des troupes à l'est de la Syrie pour combattre une des créatures de l'Occident, c'est-à-dire l'État islamique. Rappelons que jusqu'à aujourd'hui, la France maintient des troupes dans l'est de la Syrie contre le respect du droit international qu'elle a bafoué bien sûr au moment du Kosovo, qu'elle continue à bafouer chaque jour tant que la France aura une représentation diplomatique au Kosovo, mais on l'a vu, le droit international pour les Occidentaux et finalement ne concerne que les autres. La politique belliciste de François Hollande est prolongée par Emmanuel Macron qui décide, encore une fois contre le droit international, de bombarder la population syrienne en avril 2018. Nous l'avons vu dans notre première partie, la gauche française est belliciste et a porté la guerre sur plusieurs continents dans le monde depuis son apparition en 1792, toujours au nom des mêmes principes stupides. Non seulement elle est belliciste dans ses conquêtes coloniales et dans ses conquêtes impérialistes idéologiques, mais en plus, les gouvernements de gauche qui se succèdent sont incapables de préparer la France correctement à la Première Guerre mondiale. L'obsession de la gauche, en effet, est de faire la chasse aux officiers catholiques et de faire en sorte que l'armée cesse d'être un bastion conservateur au sein d'une France que la gauche, justement, cherche à décatholiciser. Le résultat est là en 14 et 15, la France n'est pas prête, manque d'artillerie, mauvaise stratégie, manque d'armes automatiques. C'est finalement le sang des jeunes Français qui va composer l'incurie de la gauche et grâce justement à ce soulèvement national et l'arrivée enfin de chefs efficaces comme le général Pétain à l'époque ou le général de Castelnau, que la France réussit à s'en sortir. Et elle finit la Première Guerre mondiale avec
une guerre d'avance, alors que l'Allemagne n'a pas vu l'importance du char, alors que, justement, le général Pétain, en 1917, commande 3500 chars et également veut organiser une véritable aviation. En 1918, donc, la France finit la guerre avec une guerre d'avance. Pourtant, 20 ans après, elle démarre la guerre avec une guerre de retard. Alors, il est courant de faire porter la responsabilité sur les militaires. En fait, les militaires, on le voit, et je recommande pour cela la lecture du livre du Pétain de Guy Pedroncini, qui lui aussi, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur à Saint-Cyr. Il est un de ceux qui a travaillé sur les archives, notamment du Conseil supérieur de défense, donc qui est la structure qui organise la défense française, qui réunit à la fois l'état-major français et les politiques français, donc pendant les 20 années qui vont précéder la Deuxième Guerre mondiale. Et l'on voit très bien que dès le lendemain de la guerre, déjà les militaires français ne se font et ne se feront jamais aucune illusion sur le fait que l'Allemagne ne va pas tenter de prendre sa revanche. Dès le début, les renseignements d'ailleurs qui arrivent à l'état-major montrent même que l'Allemagne étudie l'énergie que peut dégager la fission d'un atome. Donc les généraux ne se font qu'une illusion et ils demandent à ce que l'armée soit démobilisée lentement et ils demandent également que soient produits des avions et des chars. Les élites de gauche qui dirigent la France au lendemain de la Première Guerre mondiale sont les mêmes que celles qui dirigeaient la France la veille de la Première Guerre mondiale et refusent ces demandes de l'état-major français et au contraire démobilisent rapidement, ce qui fait qu'au milieu des années 20, l'armée française est complètement désorganisée et que la France perd peu à peu l'avance qu'elle avait prise justement dans la mécanisation et la création d'une véritable armée de l'air auparavant. Ce sont donc ces gouvernements de nuances de gauche qui succèdent de 1918 à 1939 qui vont insister sur la nécessaire doctrine purement défensive que doit avoir l'armée française, ce qui aura des conséquences catastrophiques en 1940. Non seulement la gauche va empêcher un réarmement de l'armée française correct, mais en plus elle va nommer des militaires nullissimes, dont le plus connu est le général Gamelin, à la tête de l'armée française, et qui vont contribuer à paralyser la pensée militaire française. Puisque effectivement, en France aussi, comme en Allemagne, certains penseurs, comme le général de Gaulle, pensent qu'on aurait besoin d'une armée métier pour pouvoir réagir rapidement en cas de conflit, parce que les matériels deviennent plus compliqués à utiliser. Et que l'arme blindée doit être utilisée de manière massive pour obtenir une percée. Ces penseurs alternatifs sont, à partir de 1935, brimés par Gamelin qui exige que toute pensée militaire non conforme soit d'abord validée par l'état-major. Autant dire que, à partir de là, toute la pensée militaire française est morte. On vient de revivre un exemple similaire sous la présidence d'Emmanuel Macron, puisque l'année dernière, en 2018, un certain colonel Le Grillet a émis un article sur une bataille qui a eu lieu dans l'est de la Syrie, où il explique que la stratégie française est tout à fait contestable. Je recommande à nos lecteurs de lire cet article parce que c'est franchement intéressant. Eh bien, au lieu d'apprécier cet article, qui pourtant est publié dans la revue de défense nationale, dans un journal dans lequel les articles, on va dire, alternatifs sont autorisés, voire recommandés, le colonel Le Grillet sera sanctionné par le ministre de la Défense et le chef d'état-major actuel, le général Lecointre, parle même de trahison. Donc il est évident que c'est un choix aussi de la gauche qui a peur d'un putsch, d'un militaire trop populaire et pas assez obéissant, préférera toujours mettre des moutons comme Gamelin, comme le Pierre de Villiers ou comme le général Lecointre, qui effectivement font preuve d'une obéissance absolue vis-à-vis du pouvoir politique, mais qui n'auront jamais le courage de défendre leur armée face au gauchisme triomphant. À partir de l'arrivée de Hitler au pouvoir, il y a quand même une certaine réaction dans la classe politique française et d'autant plus que c'est le maréchal Pétain qui, suite au 6 février 1934, est appelé comme ministre de la Défense. Et il propose un programme d'armement, notamment la mise en place d'une grande armée aérienne capable de combattre dans cette dimension encore nouvelle pour les armées européennes.
Et c'est une partie de la gauche qui va s'opposer à ce réarmement parce qu'une nouvelle maladie de la gauche est apparue. Elle avait déjà commencé à apparaître en 1913 avec Jaurès, qui pensait que les ouvriers allemands feraient la grève plutôt que d'aller se battre contre les ouvriers français. Mais elle prend tout son essor au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec notamment le fameux Aristide Briand et le pacte Briand-Kellogg's en 1929 qui déclare la guerre illégale. Donc toutes ces âneries wilsoniennes, issues des 14 points de Wilson en 1916, de l'échec de la SDN, et bien toutes ces âneries pacifistes vont contribuer à désarmer moralement et matériellement la France, alors que l'Allemagne recommence à réarmer et à se réformer dès 1919. Il faut bien le comprendre. Les réformes fondamentales qui ont été faites par le général von Seeckt, qui vont préparer le redressement de l'armée allemande, sont faites dans les années 20, bien avant que Hitler arrive au pouvoir. On accusait à tort le Front populaire de ne pas avoir préparé l'effort de guerre. Il est vrai que cette accusation est injuste. Le problème est que la gauche aurait dû commencer à préparer la Deuxième Guerre mondiale dès 1918, dans la mesure où la paix avait été un échec. Je vous renvoie à l'ouvrage de Jean-Henri Soutou sur cette question. La gauche a échoué à préparer la France à la guerre pendant les 20 ans. Et ce n'est pas en prenant des mesures de dernier moment à partir de 1936 et finalement les budgets qui arrivent en 1937, deux ans avant la guerre, que l'armée française peut recevoir les matériels, s'y préparer, apprendre à les utiliser. Et je ne parle même pas de la doctrine stupide, encore une fois, qui est appliquée par Gamelin. Si le Front populaire, effectivement, prend les crédits suffisants pour le réarmement, ce sont les hommes politiques qui forment le Front populaire, qui s'opposent, qui sont pacifistes et qui s'opposent au réarmement de la France suffisamment tôt. Et notamment lorsque, justement, en 1934, le maréchal Pétain propose l'augmentation des crédits et le retour à une armée suffisamment puissante pour arrêter l'armée allemande. Voici ce que Blum dit en 1934 devant le Parlement au moment où le gouvernement essaie d'obtenir des financements supplémentaires pour notre armée. « Déposons les armes, bon gré mal gré, l'Allemagne sera bien obligée d'en faire autant. » De son côté, Vincent Auriol dénonce, lui, les, je cite, « vertueuses indignations patriotiques ». Le socialiste Jules Mock, quant à lui, bien sûr, s'oppose à l'augmentation de ces crédits. Les pires sont les communistes, en plus animés par le Comintern, c'est-à-dire cette structure internationale basée à Moscou qui vise à subvertir les puissances occidentales, notamment par le pacifisme. Voici ce que dit Torres au moment de ces débats en 1934. « Nous voterons contre pour des raisons doctrinales, car la paix ne peut être assurée en Europe que par le triomphe du socialisme. Nous redisons notre hostilité à la défense nationale, nous ne voulons pas un instant y croire. Nous, Parti communiste, mettant au-dessus de tout notre volonté de nous opposer à la guerre, nous opposer au gouvernement dit d'union nationale qui prépare le fascisme et la guerre, nous sommes désireux de nous battre contre vous et, avec les ouvriers socialistes, avec les ouvriers confédérés et les ouvriers ligueurs, la main dans la main, nous vous battrons et nous ferons les soviets. Notre rôle à nous est de travailler à transformer la guerre impérialiste en guerre civile. Voilà notre doctrine. » Voilà, en conclusion de cette deuxième partie, ce qu'on peut dire, c'est que la gauche française, qui a été au pouvoir pendant toute la Troisième République, a été systématiquement incapable de nous préparer à la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons gagné la Première Guerre mondiale grâce au sacrifice inouï des jeunes soldats français. Les mêmes erreurs ont amené à la défaite en 1940 parce que malheureusement les chars allemands allaient bien plus vite que l'armée allemande en 1914. Et cette défaite est due à la gauche dès 1919 qui a été incapable d'écouter ces généraux qui lui disaient que nous avions besoin de chars et d'avions et que l'Allemagne réarmait. Elle a laissé à la tête de l'armée française le protégé de Daladier, le général Gamelin, qui était complètement incompétent. Et après ça, à partir de 1940, c'est la gauche qui a massivement collaboré avec l'occupant nazi. Mais nous y reviendrons dans une autre vidéo. En attendant, pour ceux que ça intéresse, je recommande la lecture des collabos de l'Europe Nouvelle, dont j'ai déjà parlé, de Bernard Brunto, et de Un paradoxe français de Simon Epstein, Antiraciste dans la collaboration, antisémite dans la résistance. Le titre veut bien dire ce qu'il veut dire. Voilà ma première vidéo sur ce que j'appellerais la déconstruction de la gauche. Il y en aura d'autres, notamment sur la collaboration, sur la gauche et les femmes, sur la gauche et la colonisation. Nous y reviendrons plus en détail.
J'attends vos commentaires. Il y a des choses peut-être que je n'ai pas vues, d'autres avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Donc je suis preneur de toute critique positive, puisque eh bien, je prépare un travail vraiment global justement sur cette gauche française qui fait tant de mal à notre pays depuis 150 ans. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à notre lettre d'information, à vous inscrire sur notre canal YouTube et à faire un don. Alors attention, notre compte PayPal a changé, le nouveau compte sera dans les commentaires de cette vidéo.